Bonjour à tous, bienvenue à l'épisode 1 du podcast On explique ça. Alors ici Charles-Étienne et ma co-animatrice Audrey. Bonjour. Donc le podcast a pour objectif aujourd'hui de parler de la souveraineté du Québec, un phénomène très d'actualité. Qui peut être parfois un peu compliqué. Donc, notre but aujourd'hui, c'est vraiment de démystifier ça, le vulgariser, le rendre plus accessible à tous. Évidemment, c'est important de dire qu'on va être neutre aujourd'hui sur nos opinions. On va pas être pour un parti plus en particulier que d'autres. On va essayer de voir les deux envers, l'envers de la médaille. Donc, voilà. Durant notre processus, on a eu la chance d'interviewer Gabriel Coulombe, le co-porte-parole en matière d'économie du Parti québécois. Donc, tout au long du balado, on va avoir la chance d'écouter des extraits de cette rencontre-là qui va pouvoir nous aider à comprendre mieux les événements. Donc, tout d'abord, moi, je vais commencer aujourd'hui avec le système politique au Québec. Donc, c'est important de comprendre que le but d'être souverainiste, c'est entre autres une envie, en fait, d'émancipation, de serment, d'allégeance de l'Angleterre. Donc, se détacher de la fameuse royauté, qui est un enjeu depuis plusieurs années. La structure fédérale provinciale actuelle cause problème au Québec parce que beaucoup de pouvoirs sont, en fait, faits plus dans les intérêts du fédéral et non du Québec. Donc, si tous les pouvoirs étaient rassemblés au Québec, donc s'il serait un pays, ça serait plus avantageux pour le Québec. Et ce qui est des pouvoirs au sein du gouvernement actuel, si on imagine un Québec souverain, donc statut de pays, les pouvoirs resteraient les mêmes, mais les personnes de pouvoir resteraient les mêmes, mais ils seraient plus puissants, ils auraient plus de pouvoir. Leurs responsabilités, dans le fond, vont rester les mêmes, mais ils auront plus de pouvoir, car ils auront maintenant un pays entre les mains et non pas juste une province. Maintenant, de la manière de voter avec le fameux mode de scrutin qui peut être parfois un peu compliqué à comprendre. Audrey, est-ce que tu n'aurais pas une définition? Oui, d'ailleurs, le mode de scrutin présentement au Québec, au Canada, c'est majoritaire nominal en un tour. Donc ça veut dire que l'élu est nommé en fonction du nombre de circonscriptions qu'il a remportées, donc celui avec le plus de votes, mais sans représenter la majorité de la population nécessairement. Fait que cela, ça peut justement apporter des critiques par le manque de représentativité. Exactement, on peut penser à l'exemple de la CAQ aux dernières élections. D'ailleurs, notre expert nous a parlé d'une potentielle solution à cela. On l'écoute tout de suite. Et au niveau des systèmes de pouvoir, donc le fameux législatif, exécutif et judiciaire, il faut comprendre que si le Québec deviendrait un pays, tout ça resterait le même. Et finalement, le dernier point pour notre système politique, ça serait la fameuse constitution provisoire. Parce que beaucoup de gens se disent, OK, mais là, il y a un référendum. Puis là, si on vote oui, et que la majorité, donc 50% plus 1, vote oui, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on devient un pays tout de suite? La réponse, c'est non. Il y a tout un long processus à suivre, des démarches que le gouvernement devra faire pour concrétiser le statut de pays. Donc, il faut, à ce moment-là, une constitution provisoire qui, dans le fond, va dicter ce qu'il faut faire. Et voici une explication plus claire de notre expert. Donc voilà pour le système politique. Mais là, Audrey, ce serait intéressant que tu me parles des relations internationales. Oui, les relations internationales, c'est super important en termes de souveraineté. D'ailleurs, on a un extrait de notre expert qui nous explique pourquoi c'est important. Donc, en effet, avoir une reconnaissance au niveau international, ça a une grande influence mondiale au niveau de nos marchés. Aussi, le Parti québécois aimerait instaurer une diplomatie à Washington et avoir des corps consulaires. Puis ça implique avoir une voix, dans le fond, à l'étranger pour que le Québec puisse parler à son nom. Puis, en effet, le Québec est déjà à l'international, mais si le Québec devient un jour souverain, c'est sûr qu'on voudrait doubler cette présence-là à l'étranger. De plus, c'est important d'avoir une armée québécoise. Une armée, dans le fond, ça l'assure une certaine crédibilité à l'international. Sinon, c'est sûr que les pays, dans le fond, ne voudraient pas faire d'accord avec nous. Pour continuer, on a un extrait avec notre expert qui nous explique, dans le fond, ça serait quoi les priorités de la politique étrangère. Alors, en effet, les États-Unis sont un partenaire primordial pour le Québec et comme plusieurs pays d'ailleurs, même s'il y a plusieurs tensions en ce moment, le Québec est déjà en train de faire des partenariats avec les États-Unis pour assurer un certain lien de confiance. Mais là, Audrey, qu'est-ce qu'il y en est du Canada? Est-ce que les relations vont être encore bonnes? Parce que veut pas, ça va être un partenaire très important. Oui, en effet, c'est important de garder une certaine relation avec le Canada parce que même si on se sépare, on veut pas qu'il y ait de tension. D'ailleurs, notre expert, il va mieux nous l'expliquer dans l'extrait suivant.
Donc, pour continuer, on va parler des traités. C'est quand même un aspect très important. Donc, en effet, tous ces traités-là sont signés par le Canada. Donc, au lendemain du vote pour le oui, il y aurait une certaine continuité. Donc, tous ces traités-là seraient signés par le Québec. De plus, si on devient indépendant, il y aura un certain contrôle des voies maritimes du Saint-Laurent par le Québec. Puis ça, dans le fond, ça nous accorderait une bonne crédibilité à l'international parce qu'on pourrait avoir plus de contrôle. Ensuite, il est important de parler de la doctrine Gérin-Lajoie qui occupe un grand espace au Québec. Donc, en effet, ça assure la présence du Québec sur certaines scènes internationales dans ses champs de compétences. Donc, ça, c'est l'éducation, la culture, la santé, les relations économiques internationales. Fait que ça permet au Québec d'avoir du pouvoir à l'international. Ça donne des responsabilités, mais ça donne pas des attributs de souveraineté. Donc, il peut pas faire ce qu'il veut. Puis aussi, Ottawa, il finance des programmes du Québec. Donc, Ottawa peut décider de s'intégrer dans un projet que le Québec souhaite faire, puis le Québec a rien à dire sur ça. Puis aussi, c'est pas une personnalité juridique, donc il peut pas voter, il peut pas signer de traité, puis tout ça. Puis aussi, un autre désavantage, c'est que les pays, souvent, ils préfèrent signer avec le Canada pour éviter un malaise. Donc, ils vont éviter de faire des ententes avec le Québec directement. Pour terminer, on a 2 faits intéressants si le Québec serait souverain. Donc, il serait le 17e plus grand pays du monde et la 6e nation la plus égalitaire des pays de l'Organisation de coopération et de développement économique. Fait que là, Audrey, dans le fond, ce que je comprends de ton point, c'est vraiment que les Québécois parleraient au nom des Québécois, ce qui est quand même super, non? Exactement. Donc, cela fait bien le pont avec l'aspect économique du Québec. Donc, en effet, nos conditions économiques en étant rattachées au Canada sont pas top. On envoie beaucoup d'argent avec nos impôts. C'est en effet 90 milliards de dollars qu'on envoie à Ottawa. Donc, tout cet argent-là, si on serait souverain, pourrait être investi directement au nom du Québec pour nos intérêts personnels de pays. Ça aurait des retombées économiques pour nos entreprises québécoises très positives. Et on aurait une meilleure représentativité à l'international. Je vais vous laisser là-dessus sur un petit extrait de notre expert. Donc maintenant, au niveau de l'aspect de la monnaie, c'est sûr que c'est une grande question qui entoure l'aspect économique. Est-ce qu'on va avoir une monnaie québécoise? La réponse, ça serait probablement oui. Parce que le fait de garder une monnaie étrangère, dans le cas que si on deviendra un pays, donc le dollar canadien, le fait que la Banque centrale nous représente plus, ça peut avoir des enjeux assez importants. Donc, il faudrait créer une politique monétaire québécoise avec notre propre banque centrale et donc notre propre monnaie. Évidemment, ceux qui ont des investissements en dollars canadiens pourront les garder. Il n'y aurait pas de problème à ce niveau-là. On a eu, par exemple, il y a quelques années, le transfert de la bourse de Montréal à Toronto. Mais là, on aurait probablement un retour à l'inverse pour avoir notre bourse montréalaise. Et je vous laisse sur un extrait de notre expert qui va vous en expliquer davantage. OK, mais là, est-ce qu'on peut s'attendre à des difficultés économiques de la part du Québec s'il serait un pays? Si on se fie à ce qui s'est passé pour les autres pays qui sont devenus indépendants, non. Même au contraire, en fait, quand tu deviens un pays, il y a tout l'engouement mondial qui est autour de toi. Tout le monde te regarde, le regard est sur toi. Et ça, souvent, s'il y a une hausse économique, donc on pourrait s'attendre au contraire à une hausse au début même du Québec souverain. D'ailleurs, on serait même le 2e pays le moins endetté au G7 et on serait la 27e économie mondiale, et ça dès le jour 1. Donc, pour terminer, notre dernier aspect, c'est celui de la culture. Donc, en effet, au Québec, on sait que la culture, c'est très important. C'est ce qui rassemble la population. Donc, avant de commencer, on va définir certains concepts qui peuvent parfois être mélangés. Donc, les premiers, c'est la culture et l'identité. Donc, c'est important de savoir que la culture, c'est un ensemble qui comprend des connaissances, des croyances, des arts, des lois, des morales, des coutumes et toute autre capacité et habitude que l'homme acquiert comme membre de la société. Tandis que l'identité, c'est un rapport qui existe entre une personne et un groupe avec lequel elle croit partager une même ascendance en raison de caractéristiques communes, des expériences socioculturelles ou les deux. Donc, une personne peut s'identifier à quelqu'un d'important, comme un parent ou un ami, par exemple, à un groupe dont elle tire ses valeurs ou à une catégorie plus vaste de personnes.
Les deux autres concepts importants à définir, c'est la nationalité civique et culturelle. Donc, la nationalité civique se définit par le fait de soutenir que la nation soutient tous ceux qui se conforment au système politique, peu importe leur race, leur couleur, leur croyance, leur sexe, leur langue et leur ethnicité. C'est perçu comme une communauté de citoyens égaux et porteurs de droits, unis dans un attachement patriotique à un ensemble partagé de pratiques et de valeurs politiques. Donc, en gros, c'est vraiment relié à tout ce qui est par rapport à l'aspect politique. La nationalité culturelle, elle, c'est un peuple qui est forgé par un groupe ethnique et non par l'État. Donc, c'est une nation qui est faite de sentiments, d'un sentiment d'amour pour la langue, la religion, les coutumes et les traditions de peuple. Pour ce qui est de la citoyenneté, ça peut évoquer plusieurs questions. Qu'est-ce qui va se passer dans le fond avec notre nationalité? Donc, en fait, il y a trois façons d'obtenir la nationalité québécoise. La première, c'est par filiation. Donc, dans le fond, c'est donner la nationalité à toute personne qui a un parent québécois. La deuxième, c'est par le lieu de domicile. Donc, ça le dit dans le nom, c'est vraiment si tu habites au Québec, tu vas l'avoir. Et la troisième, c'est par naturalisation. Donc, ça, c'est tous les différents parcours que quelqu'un pourrait faire pour l'obtenir. De plus, on sait que la protection de la langue, c'est super important. Donc, le Parti québécois souhaite mettre de l'avant la langue française au travail et à l'école. C'est quelque chose qui est super important. Puis aussi, à l'école, on souhaite mettre de l'avant la culture québécoise. Pour la suite, on va vous mettre un extrait de notre expert qui explique bien le conflit entre le français et l'anglais et le gouvernement provincial et fédéral. Mais là, Audrey, tu sais, depuis tantôt, on parle de l'envie d'un Québec souverain. Mais est-ce que les gens s'intéressent encore, particulièrement les jeunes, encore à la culture québécoise? En effet, on remarque une diminution de la consommation de la culture chez les jeunes. Puis ça, c'est un aspect qui est à prendre en considération là, pour le Parti québécois. D'ailleurs, il veut mettre de l'avant les artistes et les créateurs québécois. On ne sait pas encore comment, mais c'est sûr que c'est un aspect très important à considérer pour faire vivre notre culture encore longtemps. Pour terminer, le PQ a annoncé qu'il voulait faire une demande d'équipe nationale aux institutions sportives. Donc ça, c'est encore flou. On n'a pas vraiment de démarche encore. Est-ce que ça va fonctionner? On ne le sait pas, mais ça pourrait être intéressant pour la suite. C'est ce qui conclut notre premier épisode du podcast On explique ça. On espère que vous avez autant aimé que nous en apprendre davantage et que ça vous a permis de mieux comprendre le concept de la souveraineté, plus particulièrement au Québec. Et là, on s'est dit, Audrey, quoi de mieux pour finir un podcast sur la souveraineté du Québec qu'une fin de discours mémorable de René Lévesque. La voici. Merci à tous.